Alors, on a vu une enquête flash dans notre réseau d'ETI, assez large, qui porte sur près de 10% des ETI françaises. Rappelez-nous, il y a combien d'ETI en France ? 5500. Donc vous avez interviewé 550 ETI, ouais. On a eu 550 réponses rapides, ouais. Et on a 50% des ETI qui pensent devoir être forcés de réduire leur activité, et 10% qui pensent l'arrêter. Ah oui, alors mais ça c'est des chiffres inédits que vous nous donnez. Vous les avez jamais communiqués avant. D'accord, donc une ETI sur 2 réduirait son activité quoi maintenant là ? Et 1 sur 10 envisage d'arrêter son activité. En fait, vous allez avoir 80% des ETI qui vont... Enfin, ça paraît énorme, des chiffres pareils. Vous avez 80% des ETI qui vont avoir leur contrat, qui vont se renégocier là dans les 3 derniers mois, leur contrat d'électricité. D'accord. Et à partir du moment où le contrat d'électricité se renégocie, et en fonction du tarif auquel il va se renégocier, elles craignent de devoir réduire ou... pour certaines d'entre elles les plus touchées, d'arrêter leur activité. Et vous le dites vous-même, des premiers exemples d'entreprises qui annoncent des arrêts. Oui, bien sûr, mais donc ça se... On a des ETI, par exemple, qui, pour vous donner un ordre d'idée, que je ne vais pas citer, mais qui perdent, par exemple, 2 millions d'euros par jour. Dans quel secteur ? Dans les secteurs plutôt engrais, etc. Ce qu'on appelle les électro-intensifs. Voilà. D'accord. 2 millions d'euros par jour. Et donc, on est face à... Et je pense qu'on est face à une crise qui est une crise... grave. Ouais. Pour nous, c'est une crise qui est d'une ampleur importante. On pense que c'est à peu près 50 milliards d'euros d'impact sur les entreprises françaises, la crise de l'énergie. Voilà. D'accord. Et comment vous êtes arrivé à ce chiffre ? C'est un calcul qui est fait en fonction des consommations d'énergie. C'est une étude métier. Ouais. Vous détaillez les éléments, mais en tout cas, c'est 50 milliards d'euros d'impact sur l'économie française. Sur les entreprises françaises. Sur les entreprises françaises. Et alors, du coup, parce que ça aussi, ça paraît énorme, 80% de vos ETI, là, doivent renouveler leur contrat d'ici à la fin de l'année, leur contrat d'énergie. Et alors, vous dites quoi ? Vous dites comme le président, ça a beaucoup fait parler. Il a dit, ne signez pas, attendez que les prix baissent, ne signez pas, attendez les aides aussi, on va en parler. Vous dites la même chose, là ? Vous dites à vos adhérents, pour le moment, il ne faut pas signer ? C'est très difficile de savoir et de donner un conseil, puisqu'on a vu que les prix ont augmenté, on a vu que le gaz a rebaissé. En réalité, pour une entreprise qui a besoin d'une sécurité, comment est-ce que vous faites si vous ne signez pas un contrat ? Vous n'avez plus d'électricité. Vous pouvez signer des contrats à court terme ou à plus long terme. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'en tout cas, on est face à des entreprises qui ont des notes d'électricité qui se multiplient entre 5 et 12 fois. Oui, non, mais c'est les ordres de grandeur, effectivement, qu'on entend tous les jours ici. Absolument massif. Oui, absolument massif. Et donc, le résultat de tout ça, c'est que vous avez 10% de vos adhérents qui disent envisager d'arrêter leur production et 1 sur 2 qui envisage de réduire la voilure. C'est quand même spectaculaire. 1 sur 10, c'est d'ailleurs pareil, ça me fait penser, la CPME, vos collègues de la CPME, donc les représentants des PME, disent aussi 9% des adhérents envisagent donc c'est exactement la même épure. Oui, une très grande différence, ça dépend des secteurs, mais entre une PME qui fait 30-40 millions d'euros et une ETI qui fait 100 millions d'euros. Bon. Vous allez avoir les mêmes... Du moment qu'elle consomme une part d'énergie, elle va se retrouver face aux mêmes difficultés. Bon, ça fait froid dans le dos. Donc, il y a les entreprises qui arrêteraient, les entreprises qui réduiraient la voilure. Il y a les entreprises aussi qui réorganisent, qui essaient un peu d'improviser, qui réorganisent leur process. Mercredi soir, c'est Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, qui va se rendre en Moselle chez Ascométal et chez Setforge, parce que là-bas, ce qu'ils font, c'est de travailler de nuit, justement, à cause des prix de l'énergie. Ça, pareil, vous, les ETI que vous représentez, il y a des boîtes qui se sont un peu réinventées pour limiter la facture ? Qui ont complètement revu leur process ? Je pense c'est une chose qui va se faire, puisque les contrats se renégocient maintenant, mais en tout cas, on va être obligé de se réorganiser de manière importante. Il va y avoir aussi d'autres impacts. Une ETI qui ferme, c'est tout un réseau de clients, de PME, de petites entreprises qui sont touchées. Puis ça va aussi avoir un impact vis-à-vis des donneurs d'ordre. Une ETI qui ferme ou qui arrête ou qui réduit sa voilure, c'est donc des produits qui ne sont pas livrés ou à des prix trop élevés. Donc vous voyez une réindustrialisation se mettre en place en France et des circuits qui se revenaient vers l'Europe. Et là, on risque d'avoir un coup d'arrêt, puisque cette crise, elle ne concerne, c'est l'un de ces problèmes, elle ne concerne que l'Europe. Et alors c'est-à-dire qu'on risque de stopper la réindustrialisation vers le continent européen. Est-ce que vos ETI elles peuvent délocaliser ? Parce qu'on voit des grands groupes maintenant qui disent ouvertement, bah oui, effectivement, la crise énergétique, elle est qu'en Europe. Donc moi, je vais aller faire fonctionner mes usines en Asie, aux États-Unis. Alors dans un premier temps, je pense que ce qui va surtout, parce que la délocalisation, ça veut dire, ça prend du temps. Non, mais faire tourner des usines ailleurs. Non, mais surtout, vous allez avoir des grands donneurs d'ordre qui vont acheter ailleurs.
qui vont acheter ailleurs, qui vont acheter dans des pays où vous n'avez pas ça, vous avez pas. Vous pouvez pas, vous les ETI, vous n'avez pas des sites en dehors de l'Europe. Vous pouvez pas vous redéployer, faire des arbitrages, dire je vais. Bien sûr, on peut, mais redéployer un site en dehors de l'Europe, ça prend du temps. Ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, mais faire travailler davantage d'autres usines. Par contre, ce que vous pouvez faire, mettre en veille des usines en France, c'est faire travailler d'autres usines ailleurs. Ce que vous pouvez faire, c'est surtout acheter des produits. Or, si vous pouvez plus avoir les produits en Europe parce qu'ils sont plus livrés, parce qu'il y a des ruptures, ou parce qu'ils sont à des prix qui vous rendent pas compétitifs, vous risquez de voir de nouveau des circuits d'achat, alors que ça s'inversait, des circuits d'achat qui se dirigent plutôt vers les États-Unis, vers l'Asie, qui ont pas du tout les mêmes impacts énergétiques. Tout à fait. Alors j'en profite pour vous dire que demain soir, à votre place, c'est le patron de Safran, Olivier Andriès, qui sera mon invité. Et la question se pose très clairement pour lui. Il dit, je devais ouvrir une usine dans la banlieue de Lyon, une usine de fabrication de freins carbone. C'est un investissement à 230 millions d'euros. Mais il met le projet en suspens à cause des prix de l'énergie. Et c'est loin d'être le seul. En Allemagne, c'est BASF dans la chimie qui dit, j'arrête en Europe, je vais davantage vers la Chine, etc. Donc, la situation préoccupante. Vous dites que cette crise énergétique, elle peut un peu détruire un peu de l'industrie en Europe. Elle risque de toucher l'Europe assez fortement, et elle va toucher particulièrement la France, parce que l'écart de compétitivité en France reste encore très élevé par rapport au reste de l'Europe. Alors, on est tous touchés par la crise de l'énergie, on va l'être plus que les autres. Pourquoi ? Parce qu'on garde... En réalité, on a 2 gros décalages par rapport à l'Union européenne. Il y a une étude de FIPECO encore qui est sortie. Oui, tout à fait, on en a parlé aujourd'hui, ce matin. L'écart entre des charges sociales patronales est de 2,2 points de PIB. L'écart des taxes de production est de 2,2 points de PIB. On va traduire ça en français. Le PIB, c'est 1 point de PIB, c'est 23 milliards. C'est 100 milliards d'écart. Surtaxation des entreprises françaises par rapport à la moyenne européenne, 150 milliards par rapport à l'Allemagne. Donc, dans ce contexte-là, avec cet environnement qui certes s'améliorait, l'écart s'est réduit depuis 5 ans, mais qui reste encore très fort, cette crise qui nous touche, elle va nous toucher plus durement que les autres. Oui, bien sûr. Et cela étant dit, pour l'instant, la croissance française tient encore. Tout le monde s'inquiète pour la récession, on devrait faire 0,2% au 3e trimestre, c'est pas mirobolant, mais ça craque pas, ça tient. C'est-à-dire que les contrats se renégocient maintenant. On a encore des stocks. Quand vous allez arriver à une production avec un coût de l'énergie très fortement majoré, là vous allez brusquement avoir un mur de réalité qui va être extrêmement dur pour un certain nombre d'entreprises. En réalité, donc ça veut dire que vous craignez le pire pour 2023. Le pire c'est maintenant, en gros. Pour le moment, on est en tout cas face à une grave crise, comme on l'a été pour le Covid. Ouais. On est face à une grave crise, sauf que pour le moment, la mobilisation reste en deçà de la mobilisation qu'il y avait eu pour le Covid. Le coût pour les entreprises, c'est 50 milliards. Pour le moment, les plans qui sont annoncés, c'est 10 milliards. Ouais. Les contraintes de l'État français, en plus, sont très difficiles. Je ne veux pas sous-estimer contraintes budgétaires, les contraintes budgétaires et surtout les contraintes européennes. Ouais. Mais c'est vital de faire face à cette crise parce qu'une industrie détruite, ça va nous coûter beaucoup plus cher qu'un investissement pour y faire face dans le provisoirement. Mais alors justement, donc il y a ces nouvelles aides qui ont été annoncées, comme vous dites, 10 milliards d'euros. C'est surtout pour les PME, cela étant dit, pour les ETI, les grands groupes, il y a l'aide qui existe déjà, le fameux guichet, sauf qu'il ne marche pas parce que les règles européennes sont trop compliquées, c'est impossible de cocher les cases. Bruno Le Maire promet que ça va être simplifié drastiquement. Bon, des contacts que vous avez avec lui, avec Bercy, vous êtes confiant dans un guichet qui va marcher pour de bon? Vous êtes rassuré par les dernières annonces de Bercy ou vous êtes préoccupé? Et vous dites qu'effectivement, vous allez continuer à être un peu les laissés pour compte des aides. Il faut saluer les efforts qui sont faits, parce qu'il y a des véritables efforts et une prise de conscience de plus en plus forte qu'on est face à une situation grave. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un certain nombre de contraintes européennes qui rendent la mise en place de ces dispositifs complexes. Et le troisième, c'est que, pour le moment, ces dispositifs restent très sous-dimensionnés par rapport à l'importance de la crise et difficiles d'application pour les ETI. On espère que ça va se simplifier. Bon, mais enfin, on a du mal à comprendre pourquoi. Parce que comme, effectivement, quand il y a eu la pandémie, tout le monde a réagi très vite, très fort et ça a marché. Pourquoi est-ce qu'on ne refait pas la même chose là ? Pourquoi est-ce que c'est laborieux ? Ça fait 1 an qu'on parle de cette crise. Je pense Pourquoi est-ce que, comme vous dites, les aides sont sous-dimensionnées ? Alors, peut-être parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses aussi. On a dépensé tellement dans le quoi qu'il en coûte que maintenant on n'a plus les moyens de à nouveau en faire un deuxième. Alors là, le problème, c'est qu'on parle de ce qui crée la richesse. On parle de l'offre. On parle de ce qui va générer des recettes fiscales,
des emplois Oui, les entreprises. Ouais. dans les territoires. Et si on n'investit pas dans cette période pour passer la tempête, comme d'ailleurs je crois le disait le président de la République, on va se retrouver avec une situation qui va être très durablement dégradée. Et on risque, nous, Français, d'être touchés beaucoup plus que le reste de l'environnement européen, parce que nos entreprises sont plus fragiles, parce qu'elles sont moins nombreuses, vous l'avez dit, les ETI sont moins nombreuses, et on risque de perdre toute une série de savoir-faire, alors même qu'on était dans... Bien sûr. Mais donc justement, puisque maintenant tout le monde a bien conscience du danger, même s'il y a eu peut-être un petit retard à l'allumage, pourquoi est-ce que la réaction n'est pas à la hauteur du danger ? Et je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir une... Voilà, vous le dites, c'est 10 milliards, le quoi qu'il en coûte, je sais pas, c'était 150 milliards, ou enfin, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Oui. Et donc pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pourquoi est-ce que c'est compliqué comme ça ? Il y a deux problèmes à mon sens. Le premier, c'est la volonté d'investir. C'est-à-dire l'idée que si vous investissez, vous allez avoir retour sur investissement. Donc que le sujet, quand on investit 50 milliards face à un transfert finalement de 50 milliards lié à l'augmentation du prix de l'énergie pour essayer de permettre aux entreprises de passer ce cap, c'est quelque chose qui va nous rapporter. C'est quelque chose qui va coûter budgétairement une année, mais qui va rapporter et qui va nous permettre de poursuivre ce qui a été d'ailleurs entrepris depuis 5 ans. Puis le deuxième, c'est la contrainte européenne, c'est-à-dire l'idée que pour l'Europe, de porter une véritable politique industrielle, une politique notamment pour les mid-size. L'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, et Mehdi plaide avec d'autres organisations européennes dans ce sens, c'est qu'on n'a pas de catégorie mid-size. Oui. Les aides d'État s'arrêtent aux PME, et à chaque fois, dès qu'on dépasse la taille PME, ce sont 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont des négociations extrêmement compliquées qu'on a fait au moment du Covid, de la pandémie, mais sur lesquelles on a beaucoup plus de résistance à l'heure actuelle cette fois-ci, au niveau européen, et qui est, à notre sens, une erreur, parce que si l'Europe se retrouve avec son industrie fortement touchée, alors même qu'elle a déjà une très grosse différence énergétique par rapport aux autres zones du monde, c'est toute l'Europe qui va en souffrir. Et donc là, vous dites qu'ils font pas le job, en gros. Vous êtes remonté contre les pouvoirs publics, contre l'Europe ? On appelle à une prise de conscience que la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle, c'est-à-dire un mur de coût de l'énergie, peut avoir un impact durable sur l'environnement industriel européen. On le dit, on n'est pas les seuls à le dire, à peu près tous les industriels de tous les pays européens le disent. Un appel à une prise de conscience, ça y est, maintenant, le message, il est passé. Hein. Mais si on n'a pas, face à cette crise de l'énergie, dont on nous dit qu'elle est provisoire, qu'elle s'arrêtera un jour, qu'elle s'arrêtera un jour, si on ne fait pas le nécessaire pour que notre environnement économique soit pas détruit durablement, on va se retrouver face à des graves difficultés. On a le MEDEF européen Business Europe qui a alerté, encore tout récemment, qui parlait d'un risque imminent de faillite pour des milliers d'entreprises. Bon, enfin là, le message, il est plus que passé. Hein. Je pense mais bon. Organisation, entreprise, économistes, tout le monde alerte. Mais maintenant, il faut qu'on prenne conscience que, il faut mettre en place une aide rapide, et 2, qu'elle doit être dimensionnée. Bon. Donc vous dites c'est 50 milliards en fait ce qu'il faudrait faire. Le choc pour l'économie française. Le choc pour l'économie française. 50 milliards, donc il faudrait un bouclier à 50 milliards. Et dans un environnement où, en plus, nous Français, on a encore un chemin à faire pour retrouver le niveau de confiance. Juste sur le volet énergétique.